Bonjour, je vais donc vous présenter les résultats de ce travail qui portait sur l'évolution épidémiologique de la leptospirose en Guyane. Concernant le plan, j'utiliserai celui d'un article. La leptospirose est une maladie bactérienne due à une spirochète, Leptospira. Il s'agit d'une zoonose de répartition cosmopolite, mais prédominante dans la région intertropicale. Elle est principalement transmise via l'urine de rat et ses facteurs de risque principaux sont l'exposition à l'eau douce ou aux rongeurs. En 2015, elle causait près de 1 million de cas par an et près de 59 000 décès. Après la contamination, s'ensuit la phase d'incubation qui peut durer de quelques jours à plusieurs semaines. S'ensuit ensuite la première phase symptomatique de la maladie, classiquement appelée bactériémique. La symptomatologie à ce stade est en général aspécifique, avec de la fièvre et des arthromyalgies. S'ensuit ensuite la phase appelée inflammatoire, où surviennent les atteintes d'organes. Les atteintes les plus fréquemment décrites sont l'atteinte hépatique et rénale qui sont souvent associées. Il existe également une atteinte pulmonaire qui peut être grave et une atteinte neurologique qui est plus rare. Le diagnostic biologique repose principalement sur la PCR et la sérologie. La PCR peut être réalisée dans presque tous les liquides biologiques, mais le plus souvent réalisée dans le sang et les urines en routine. La PCR sanguine est positive sur la première semaine de la maladie, mais se négative rapidement à la fin de celle-ci. La PCR urinaire est en général positive vers la fin de la première semaine, mais peut rester positive jusqu'à plusieurs semaines après. Il existe deux types de sérologie pouvant être réalisés. Le test de microagglutination, ou MAT, est intéressant puisqu'il permet de déterminer le sérogroupe. Certains sérogroupes étant plutôt associés à certaines espèces animales, on peut avoir une idée, en déterminant le sérogroupe, de l'espèce contaminante. Ce test est toutefois rarement réalisé en routine. Le deuxième type de sérologie, qui est en revanche plus souvent réalisée en routine, est la recherche d'IgM, en général par ELISA. La sérologie se positive en général vers la fin de la première semaine de la maladie. Les études concernant la leptospirose réalisées sur le plateau des Guyanes sont rares et en général anciennes. Une étude a été réalisée en Guyane entre 2007 et 2014. Elle portait sur 72 patients et retrouvait une incidence médiane à 5 pour 100 000 habitants. Le diagnostic avait été alors principalement réalisé par MAT et il existait une grande diversité de sérogroupes. Le diagnostic n'était en revanche que rarement évoqué aux urgences. C'est afin d'actualiser et d'approfondir ces données que nous avons réalisé ces études. Les objectifs étaient d'actualiser l'incidence, de mettre à jour les connaissances sur les caractéristiques des cas, et finalement une dernière partie plus analytique visait à comparer ces données à la période 2007-2014. Nous avons donc réalisé une étude transversale, multicentrique, portant sur les hôpitaux de Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni et Kourou. La période d'étude s'est allée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022. Il fallait, pour être inclus, avoir un diagnostic certain ou probable de leptospirose. Le diagnostic était certain en cas de PCR positive ou de MAT avec un taux supérieur à 400. Le diagnostic était probable en cas d'IgM positive ou de MAT supérieur à 200. En cas de diagnostic probable, nous vérifions l'absence de diagnostic différentiel avant d'inclure. Les critères d'exclusion étaient l'expression d'opposition par le patient ou un dossier médical non disponible. Au total, nous avons analysé 188 patients, dont 55 étaient des cas probables et 132 des cas certains. La majorité des cas avaient été diagnostiqués sur l'hôpital de Cayenne. L'incidence sur notre étude a été fortement variable sur les années, mais particulièrement importante sur les années 2021 et 2022. En effet, on note que presque autant de cas ont été diagnostiqués en 2021-2022 que sur le reste de la période. La majorité de nos patients étaient des hommes, avec un âge médian à 38 ans. Le pays de naissance le plus représenté était Haïti. Les expositions les plus rapportées étaient celles aux rongeurs et à l'eau douce. Une exposition professionnelle était retrouvée chez moins de la moitié des cas. Plus de 60% des patients présentaient au moins 2 expositions. Chez les patients présentant au moins 2 expositions, au moins 20% d'entre eux avaient des expositions à la fois dans et en dehors du domicile. La grande majorité de nos patients habitaient en zone urbaine. Près de 40% d'entre eux n'avaient pas de couverture sociale et plus d'un tiers vivaient en logement informel. Concernant les caractéristiques cliniques à l'admission, de la fièvre était présente chez plus de la moitié des patients. Un symptôme respiratoire concernait près de 60% des patients, avec à part égale de la dyspnée, de la toux et des anomalies à l'auscultation pulmonaire. Un symptôme digestif concernait plus de 80% des patients, avec encore une fois quasiment à part égale des diarrhées, des nausées, vomissements et des douleurs abdominales. 14% des patients avaient une altération neurologique et 21,9% présentaient une rigidité nucale. 29 patients ont présenté un saignement, 19 une hémoptysie et 11 un saignement autre. Un ictère concernait 39% des patients.
Concernant la prise en charge hospitalière, le diagnostic était suspecté au premier contact médical chez plus de 50% des patients. En revanche, la recherche d'exposition n'était que rarement réalisée chez 22,5% d'entre eux. La PCR sanguine était réalisée chez plus de 70% des patients, mais en revanche, la PCR urinaire n'était que rarement réalisée. Lorsqu'une MAT a été réalisée, c'est le sérogroupe ictéro-hémorragie qui a été le plus retrouvé. 13,8% des patients ont présenté une forme grave, 4,3% ont nécessité une ventilation mécanique, 7,5% une épuration extra-rénale, 11,2% ont nécessité des amines et 2,1% sont décédés. Nous avons ensuite comparé ces données à la période 2007-2014. Nous avons tout d'abord noté une augmentation du taux d'incidence médian qui était à 9,3 pour 100 000 sur notre période. Il y avait également une augmentation significative du nombre de cas moyens par an. Les autres différences intéressantes à noter étaient tout d'abord une augmentation significative du nombre de patients ayant des comorbidités sur notre étude. De manière significative, plus de patients étaient également originaires de Haïti et moins d'entre eux pratiquaient leur paillage. De manière non significative mais intéressante à noter, nous avions moins de patients originaires du Brésil et moins de patients de sexe masculin. Au niveau de la prise en charge, il existait également deux différences significatives concernant la suspicion initiale et le taux de diagnostic par PCR, qui étaient tous les deux plus réalisés sur notre période. En revanche, nous n'avons pas noté de différence significative concernant l'admission en réanimation ou le nombre de décès. Plusieurs points nous ont paru intéressants à discuter. Tout d'abord, l'augmentation de l'incidence. L'incidence de la leptospirose est très liée aux événements climatiques, en particulier les fortes pluies et les inondations. On sait également que la leptospirose est liée à la précarité et particulièrement au logement informel. Notre étude a été marquée par de fortes pluies, particulièrement sur les années 2021-2022. Par ailleurs, une grande proportion de notre population habitait en logement informel. Ces deux éléments ont pu contribuer à une augmentation de l'incidence sur notre période. Par ailleurs, sur notre période, nous notions plus de population féminine. La leptospirose est traditionnellement une maladie à prédominance masculine. Comme cela l'a déjà été évoqué dans d'autres études, cette prédominance masculine semble plutôt être liée au fait que les loisirs exposants ou les professions exposantes sont plus souvent réalisés par des hommes. Lors de séries de cas réalisés lors d'événements sportifs ou d'événements climatiques importants, cette prédominance masculine tend à s'estomper, voire à disparaître. Notre période d'études a été marquée par peu d'expositions professionnelles, mais en revanche, comme je l'ai dit précédemment, de fortes conditions climatiques. Ces deux facteurs ont pu contribuer à une moindre population masculine. Nous avons noté sur notre étude que la population haïtienne était majoritaire. La population haïtienne constitue la dernière vague d'immigration en Guyane et est donc potentiellement plus susceptible de vivre en logement informel. Par ailleurs, la diminution de la population brésilienne est cohérente avec la diminution de population pratiquant leur paillage. En effet, leur paillage en Guyane est principalement réalisé par les populations brésiliennes. Les expositions de notre étude étaient multiples, survenant à la fois dans et en dehors du domicile. Cela est intéressant à noter, puisqu'en cas d'interrogatoire incomplet, on peut manquer certaines expositions. Cela peut impacter sur les politiques de prévention. Le diagnostic dans notre étude était plus souvent évoqué au premier contact médical, probablement à mettre en relation avec les dernières études réalisées, notamment celles de 2007-2014, qui ont pu contribuer à une meilleure connaissance du milieu médical de cette pathologie. Malgré l'augmentation importante du taux d'incidence, le taux de décès, ainsi que de formes graves, est resté comparable entre nos deux études. Nous concluons donc à une augmentation à la fois des formes graves et non graves de la maladie. Le sérogroupe ictéro-hémorragié était le plus retrouvé sur notre étude, mais c'est une donnée à interpréter avec précaution. En effet, nous avions peu de données de maths sur notre étude. Cette étude est intéressante puisqu'elle a permis une actualisation des données épidémiologiques de la leptospirose en Guyane. Par ailleurs, elle s'appuyait sur une méthodologie et des critères de recueil précis qui ont permis une bonne reproductibilité. Ces critères étaient également similaires à ceux de la période 2007-2014 et ont permis une bonne comparaison entre les deux études. Il s'agit cependant toujours d'une étude rétrospective avec des données manquantes, notamment au niveau social. La maths était également peu réalisée et nous disposons de peu de données de sérogroupe. Par ailleurs, nos critères diagnostiques étaient stricts et ont pu nous faire manquer certains cas vrais de leptospirose. En conclusion, il existe une augmentation importante de la leptospirose en Guyane, avec une modification des populations touchées, marquée par une forte précarité. Le diagnostic est plus souvent évoqué au premier contact médical, mais des progrès restent à faire, notamment concernant la réalisation de la PCR urinaire. Il y a nécessité de plus d'études, notamment au niveau animal et au niveau des populations les plus touchées, à savoir les populations précaires, pour mieux comprendre le cycle de transmission de la leptospirose en Guyane. Et je vous remercie de votre attention.